Forum LNH, donc on va parler pour commencer de la finale de la Coupe Stanley entre les Golden Knights de Vegas et les Panthers de la Floride. Julien, peut-être pour commencer, un 2-0 Vegas et on est très dominant présentement dans les deux premières rencontres. On est dans le siège du conducteur là, pour la suite des choses. Oui, absolument. On est dans le siège du conducteur, puis les deux joueurs clés à qui on donnait quasiment le Conn Smythe sans même avoir vu la finale, ils ont deux matchs catastrophiques les deux. On parle de Matthew Tkachuk et Sergei Bobrovsky. Je ne sais pas si c'est le 10 jours qui a un peu justement fait descendre l'énergie qu'il y avait, l'air d'aller qu'il y avait, ou justement, quand tu te ramasses en finale, là, tu as comme plus de pression. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment tout à l'avantage de Vegas, qui est une équipe très structurée, puis que dans les séries, ont été aussi un peu plus stables, je dirais. Donc, puis très bien coaché par Bruce Cassidy. Donc, puis aussi, c'est pas la première finale. Puis c'est une équipe qui, depuis les dernières années, fait quand même du chemin. Donc, c'est une équipe qui est un peu due, si on veut, là, finalement, si on prend les dernières années d'expérience qu'ils ont eu en série. Donc, je suis pas vraiment surpris là, de ce qui se passe actuellement. La seule chose, justement, qui pouvait me faire dire peut-être que Floride va donner plus de fil à retard, c'est vraiment les deux joueurs clés que j'ai nommés tantôt, mais que si eux sont pas comme ils étaient avant, ça va finir très tôt, cette série. Ben, un qui l'avait prédit, c'est Éloi. Éloi, tu mentionnais les Golden Knights en 5 rencontres. J'imagine que tu es encore pas mal confiant là, envers ta prédiction du début de la série. Ça se passe à peu près comme j'avais prévu, oui, pour être franc. Tu sais, les Panthers, un peu comme plusieurs équipes dans les dernières années, tu sais, Nashville en 2017 avait eu Pekka Rinne qui avait été absolument dominant. Puis là, rendu en finale de la Coupe Stanley, ça marchait plus. En 2019, Boston aussi, tu sais, il y avait eu en finale de conférence, il avait balayé Caroline, il avait l'air tellement bon. Ils ont eu un long break. Puis en finale de la Coupe Stanley, ça a été plus difficile. 2021, le Canadien, évidemment, avec Carey Price aussi. La fatigue s'installe quand c'est ton gardien qui transporte ton équipe beaucoup. Puis là, ben clairement, pour Vegas, on a trouvé la façon. On cache la vue de Bobrovsky. Ça me rappelle un petit peu la série de Halak contre les Flyers en 2010, là, où est-ce qu'on cachait sa vue, il ne voyait pas. Puis il se mettait à genoux pour essayer de voir. Ça passait par-dessus ses épaules. Ben, c'est un peu la même chose là, pour les Panthers. On va devoir trouver une façon de s'ajuster, bloquer l'enclave, parce que là, pour vrai, on risque de se faire balayer là, si ça continue comme ça. Ouais. Puis ils ne peuvent même pas se permettre que Vegas aille chercher un match sur deux en Floride. Là. Ça serait aussi très difficile de remonter de ça. Donc, ouais, c'est ça. On ressent la fatigue, je pense, du côté des Panthers. Peut-être un petit peu de rouille aussi qui s'est installée. Le momentum a été cassé peut-être par la longue pause entre les deux séries. Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est pas les mêmes Panthers qu'on a vus dans les autres rondes. Hugo, de ton côté, penses-tu que les Panthers ont encore une chance justement de revenir dans cette série-là? Ben, tout va dépendre du match numéro 3, en fait. Si on est capable de s'adapter, si on est capable de reprendre du rythme. Là, on a une journée de plus de congé. Je pense que ça peut faire du bien à l'équipe. Mais comme Éloi l'a si bien dit, je pense que la pause a fait mal. Les Golden Knights ont conservé un momentum quand même assez important. Puis, on su vraiment s'installer. Puis, effectivement, on sent là, que c'est de la fatigue. Là, puis, je pense que l'affaire que les Panthers se doivent d'éviter, c'est de tomber dans l'émotion. Et on l'a fait dans les deux premières parties. Matthew Tkachuk et Rick Stahl qui ont eu des 10 minutes, des conduites antisportives, etc. Donc, il va falloir se recentrer et tout va se jouer au match numéro 3. Si on n'est pas capable d'aller le chercher dans le premier match à la maison pour les Panthers, ben c'est fini. Je crois bien. Marc-Antoine, penses-tu de ton côté que c'est encore possible? Oui, c'est encore possible. Ça va vraiment. Si les Panthers réussissent à gagner les deux matchs à la maison, soudainement, on n'aurait plus le même discours. Mais forcé d'admettre que, je veux dire, la première période du match de hier, c'est une des très bonnes périodes de hockey que j'ai vues dans ma vie. C'était sensationnel, mais il faut admettre que les Golden Knights ont vraiment dominé. Là. Écoute, les Golden Knights, je me suis amusé aussi à regarder un peu la grosseur des joueurs. Moi, dans ma tête, Alec Martinez, c'était pas un super gros joueur, peut-être un 5 pieds 11. Puis, c'est comme le plus petit défenseur de leur brigade défensive est 6 pieds 1. Ils ont bloqué des lancers comme j'ai rarement vu des équipes bloquer des lancers. J'ai appris qu'ils étaient premiers en séries éliminatoires et premiers en saison pour bloquer des lancers. Donc, ça, c'est la clé quand tu as un gardien qui n'est pas super solide. Là, c'est de bloquer des lancers. Puis écoute, ça devait être épouvantable jouer contre eux. Ils te frappent. Écoute, Goudas, qui est supposé être une menace, c'est supposé être l'agresseur.
J'ai juste entendu la mise en échec parce que l'angle de caméra ne nous permettait pas d'avoir un accès à la mise en échec de Barbachev, l'espèce de reverse hit, là, la mise en échec protégée. Écoute, Goudas, pauvre lui. Je ne sais même pas s'il savait il était où. Là. Ça n'a aucun sens. La vitesse en zone neutre, ça n'a aucun sens. Tu regardes les gars aller, tu te dis, écoute, ils passent comme des trains. Là. Le fameux jeu où Howden a réussi à aller chercher son but sur la passe de Stone. Écoute, c'est du textbook hockey. Là. Le trailer reçoit la rondelle, on remet derrière les défenseurs en pleine vitesse. Ça n'a aucun sens. Vraiment, là, sont vraiment impressionnants. Et Howden, on s'entend, le plus talentueux sur la planète. Là. En fait, je pense que c'est un peu le cas pour plusieurs joueurs de l'équipe. C'est pas non plus l'équipe la plus talentueuse, mais on a des bons joueurs sur chacun des trios. On a un système de jeu qui fonctionne bien. Et on l'applique, tout le monde est responsable et applique le système. Et ils ont Carson puis Smith à 3. Là. C'est ça, mais c'est aussi une équipe que, justement, le jeu est tellement équilibré que c'est pas admettons, plus le gardien de but ou la brigade défensive qui pousse ou qui vient un peu patcher les trous de l'attaque. C'est vraiment, là, c'est complémentaire. C'est ça qui mène à des championnats. La seule faiblesse, finalement, puis finalement, c'est pas tant une faiblesse à la date depuis qu'il est là, si on regarde les statistiques, c'est Adden Hill, mais la brigade défensive, là, c'est tout à l'avantage de Vegas, c'est évident. Puis au niveau, c'est ça, du bottom six, c'est l'avantage à Vegas aussi. Là, quand tu as Roy avec Collister, Cook, là, puis Carrier, ça doit être fatigant. Là. Non, effectivement, donc c'est vraiment très, très impressionnant. Passons peut-être du côté des transactions. En fait, on a eu une transaction aujourd'hui d'Ivan Provorov, donc qui quitte les Flyers de Philadelphie pour aller avec les Blue Jackets de Columbus. Donc, je vous montre un peu l'aperçu complet de la transaction. C'est une transaction à 3 équipes également. Donc, quand même impressionnant quand on regarde tout ce qui a été donné dans cette transaction-là du côté des Flyers. On va chercher un nouveau gardien de but en Cal Peterson. Et sinon, outre Provorov, on ne perd rien du côté des Flyers. Peut-être pour commencer, Éloi, que penses-tu de cette transaction justement qui amène Provorov à Columbus? Pour Columbus, c'est un petit peu particulier. On a 22% de la masse du plafond salarial de l'an prochain dans Werenski, Provorov puis Goodbranson. Donc, 3 défenseurs, 22% du plafond salarial. C'est un petit peu difficile à comprendre la direction dans laquelle l'équipe s'en va. On a eu tellement de misère cette saison. Mais sinon, pour les autres équipes dans l'échange, je pense que c'est une très bonne transaction. Pour les Kings, on se débarrasse du contrat de Peterson. Puis oui, on tient du salaire un petit peu pour le contrat de Provorov, mais dans l'ensemble, on peut faire ça pour notamment signer Gavrikov. Donc, il y a une logique derrière ça qu'on peut comprendre très bien. Gavrikov va sûrement commander 6-7 millions à peu près. Pour les Flyers, c'est un très bon move. Côté gardien, on va certainement transiger Carter Hart bientôt, là, selon ce qu'on a entendu. Donc là, tu te retrouves avec un gardien qui avait de la misère pour un gardien qui avait de la misère. Donc ça, c'est bien normal. Puis, tu ramasses des choix. Tu ramasses un jeune espoir en défense, Helge Grans, qui a bien fait avec le club d'école des Kings. Donc, pour Philadelphie, c'est très positif. Là, tu te ramasses avec l'équivalent d'un choix de première puis 3 choix de deuxième. Fait que c'est ça. C'est dur de dire que c'est une mauvaise transaction pour les Flyers. C'est vraiment l'équipe qui, d'après moi, ont été chercher la meilleure valeur là-dedans. Sinon, Marc-Antoine, on sait, tu aimes beaucoup suivre les espoirs. C'est quand même particulier justement d'aller chercher Provorov, sachant qu'en plus de la brigade actuelle défensive des Blue Jackets, on a Danton Matechuk et David Jiricek dans l'organisation, dans le système du côté des Blue Jackets. C'est pas nécessairement un besoin. On sait que c'est pas une équipe qui va être compétitive dès maintenant, de toute manière. Là. Je pense que ce que nous, on voit versus ce qui va arriver, je pense que c'est une équipe qui souhaite gagner maintenant quand même. Là, je pense qu'ils ont l'air quand même pressés. Je ne suis pas prêt à dire qu'ils sont prêts, mais pas du tout. Mais des fois, entre la réalité du marché, probablement que Jarmo Kekalainen doit recevoir de la pression des propriétaires de dire ça fait combien de temps là, qu'on est en reconstruction parce qu'ils ne sont pas capables de garder leurs joueurs. Ils ont sûrement vu une opportunité avec Provorov. C'est pas un défenseur que j'haïs, mais c'est sûr que lui, quand il n'a pas voulu porter son chandail pour la Pride, je pense que ça a créé déjà peut-être un précédent pas super agréable avec l'équipe. Puis on ne sait pas pourquoi échanger le seul défenseur qui a du sens avec les Flyers. On s'entend, là, sinon, c'est quoi? C'est Cam York, c'est du on and off. Tu regardes Ristolainen, ça va devenir un problème, ce contrat-là. C'est déjà un problème. Ouais, c'est ça, c'est déjà un problème. Ryan Ellis, il a peut-être joué son dernier match dans la Ligue nationale. Il reste quoi? Il reste Sanheim.
C'est ça. Là, il C'est le seul qui reste. son pilier, tu sais. Fait qu'il devait avoir un réel problème. Fait qu'ils se sont dit, bon, on va le transiger. Mais Columbus, si mettons qu'ils ont un premier centre, pas de blessés, je dis pas qu'ils font les séries, je dis pas que c'est une bonne équipe, mais ils sont peut-être pas dans la cave du classement, tu sais. Ils vont peut-être aller le chercher, là, s'ils vont chercher un Leo Carlson ou un Smith ou quoi que ce soit. C'est sûr que c'est difficile à comprendre, mais moi, je suis d'accord. Là. C'est vraiment les Flyers qui ont... Écoute, c'est un vol, là. C'est un vol qualifié, là. C'est vraiment impressionnant ce que Daniel Brière a réussi à faire. Donc, vraiment, chapeau à lui. Mais moi, probablement, qu'avoir été Columbus, je ne serais pas allé chercher Provorov. Mais il faut dire que ça reste un défenseur qui est capable de manger les minutes puis qui a quand même un défenseur honnêtement respectable. Là. Ça a été un top 4. Depuis son arrivée en Ligue nationale, ça a été un top 4 et celle-là encore. Donc, reste à voir s'il y a plus à aller chercher chez ce joueur-là qui est dans son prime là, pour les défenseurs, c'est autour de 27 ans. Fait que j'ai hâte de voir s'il y a plus à aller chercher de son côté. Là. Exact, ce sera aussi à suivre. Il reste 2 ans présentement à son contrat. Et comme tu le dis, c'est tout de même surprenant de voir que les Flyers ont été chercher autant en retour, que ce soit justement en raison, pas nécessairement juste des performances, mais tu le mentionnais avec tout ce qui a entouré la soirée Pride justement des Flyers l'an dernier. Donc, c'est quand même étonnant justement que peut-être sa cote de popularité n'a pas descendu un peu. Hugo, de ton côté, que penses-tu de cette transaction-là? Ben, deux choses. Premièrement, je pense aussi, un peu comme Marc l'a dit, que les Blue Jackets, on a baissé un peu sur le bouton panique. Je pense qu'on essaie d'aller trouver des petits succès là, pour nous aider à gagner plus rapidement. Je ne sais pas si c'est la meilleure prise de décision, mais Provorov, c'est un défenseur établi. C'est un défenseur qui a fait ses preuves dans la Ligue nationale depuis un certain temps. Donc, c'est une valeur sûre, mais en même temps, il coûte cher. Donc, c'est là que c'est un peu touché. Du côté des Flyers, ben ça veut juste dire qu'on a affiché là, concrètement, on l'a pas annoncé encore, mais on veut faire une reconstruction. On est allé chercher Carl Peterson. On essaie de peut-être changer l'environnement pour lui, mais quoique Philadelphie, c'est quand même un environnement qui peut être assez dur sur des joueurs qui ne connaissent pas des bonnes séquences. Mais pour Peterson, ça va peut-être être le changement nécessaire. On est allé chercher une multitude de choix. Puis pour Los Angeles, ben écoute, on est allé libérer de la masse pour signer Gavrika, puis pour regarder ce qu'on a. Sean Walker, ça faisait 1 an qu'on parlait de lui dans les rumeurs de transaction. Finalement, il est parti. Puis ça aussi, c'est un jeune joueur d'expérience qui peut aider la brigade défensive des Flyers, certainement. Julien, tantôt, Éloi, on a parlé un peu de Carter Hart, justement, qui pourrait être sur le départ. En plus, avec l'arrivée de Peterson, ça ferait quand même du sens qu'on veuille l'échanger, si on veut, à un certain point au maximum de sa valeur. Mais c'est quand même particulier, justement, du côté des Flyers, qu'on a cherché un gardien de but pendant tant d'années. On a un jeune espoir en Carter Hart et on le jetterait déjà la serviette pour, justement, faire de la place et essayer de repartir avec du 109, si on veut. Là. Je suis pas sûr qu'on a jeté la serviette, mais peut-être que lui aussi, il est plus confortable là. Tu sais, comme bien des gardiens, des fois, on va trop vite. Là, puis ça a été son cas, justement. On cherchait un gardien désespérément. Il a fait quelques bonnes performances au début. Moi, je pense que l'équipe l'a brûlé. Je dis pas que sa carrière est finie, mais cette équipe-là l'a brûlé. Puis je pense que pour lui, c'est la meilleure des choses. Provorov, je comprends absolument pas. Il reste 2 ans. Il n'est pas signé à long terme. C'est pas, dans 2 ans, ils vont le perdre, clairement. Deuxièmement, je suis pas sûr que c'est le genre de gars que tu vas avoir dans ton vestiaire. Puis je trouve que des joueurs que tu veux pas dans ton vestiaire, ils en ont déjà une trollée. Là. Ou du moins qui joue pas la game comme du monde sa patinoire. Là. On pense à Lainé, on pense à Roslovic, je pense à Provorov, je pense à Gaudreau aussi des fois, qui va tricher. Donc, c'est pas le genre de joueur qui t'aide à avancer, je trouve. Ils reculent, puis là, ils ont perdu quand même des assets. J'ai un peu de la misère à m'expliquer cet échange-là du côté de Columbus. Les Kings, ça c'est clair, ils vont signer Gabrikov et Korpisalo probablement, fait qu'il y avait besoin d'un peu d'espace sur la masse salariale. Puis, écoute, Flyers ils ont vraiment profité, là, ils ont des assets, là, on parle de un choix de première, 2 choix de 2, puis un espoir quand même correct là, qui monte un peu en âge, mais que c'est un défenseur c'est toujours un peu plus long, mais c'est quand même un espoir intéressant. Là. B. Sean Walker, il va jouer dans leur top 6. Là, il va être probablement 3e ou 2e à l'occasion à droite parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Ristolainen, c'est un peu catastrophique. Oui.
Donc, c'est sûr que lui, il commence un peu à ramasser les pots cassés de l'ancien DG. Ça a été, on s'entend, les Flyers, là, les 3 dernières années, là, ça a été une démolition totale. C'est sûr qu'il y a des blessures qui n'ont pas aidé, mais Ellis, Atkinson et Couturier dans le line-up, c'est quand même différent comme équipe. Là, ça, il faut que je leur donne. Mais c'est ça. C'est un peu comme finalement Bergevin qui avait essayé de tout faire, puis que là, tous ses top guns, ils sont blessés, carrière terminée. Puis là, c'est ça. Le DG, il essaie d'aller chercher des assets pendant 1 an ou 2. Puis là, après ça, ça va ressembler un peu à la situation du Canadien, à mon avis. Ça sera à suivre de ce côté-là également. Peut-être la petite différence, c'est que les joueurs, on l'a vu avec Caulfield, souhaitent re-signer à Montréal, ce qui n'est pas nécessairement le cas à Columbus. Donc, ça va être là le défi. Là, si on veut là, il n'attire pas les foules. Non, c'est non, ça. non, là, tu parles de Philadelphie, mais à Columbus, c'est ça. C'est pas bien mieux. Ah oui, non, Columbus, excuse, ouais. À Columbus, ouais. Mais je parlais, la comparaison avec le Canadien, c'était avec les Flyers. Qu'ils se prennent 2 ans de retool, si on veut, puis après ça, ils commencent tranquillement à rebâtir ça. Là. Exact. On va le voir cette année avec déjà un choix très bien placé en première ronde également, un peu comme le Canadien. Donc, ça sera à suivre de ce côté-là.